Bonjour, donc je me présente, je m'appelle Antoine Jean-Jean, je suis un des membres du comité d'organisation et on est ravi de vous accueillir pour Data Aquitaine 2020. Donc troisième édition de ce forum qu'on a lancé il y a 3 ans avec mon ami François Clotiot, ici présent, de l'université. Et puis l'équipe s'est étoffée depuis. On a renforcé les rangs avec... attendez. On a renforcé l'équipe donc avec des gens de l'université, avec des gens de Kedge, avec des gens de Bordeaux Data Science. Et on a constitué un jury. Et donc cette année, on a un petit peu changé le mode de fonctionnement on avait reçu une quarantaine de soumissions pour la conférence. Et on a accepté donc 32 présentations de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est pas forcément des gens que de Bordeaux. Donc c'est pour ça qu'on a aussi, on s'est renommé en Data Aquitaine pour prendre un petit peu plus de prendre un peu plus la dimension régionale. Et donc je remercie tous les membres du jury qui ont lu ces 40 résumés, qui ont sélectionné donc les 32 présentations, ainsi que le comité d'organisation qui a fait un boulot formidable. Donc merci à Christine, merci à Sarah que vous avez dû voir, merci à Larissa, et on a eu le renfort de l'équipe de Digital Aquitaine, donc merci Antoine et Stéphanie de leur renfort pour les aspects logistiques. Vous avez vu aussi des étudiants de la faculté de Bordeaux, donc merci à eux pour leur soutien qui vont nous aider dans cette journée. Donc cette journée, elle a pour thématique donc, les data science au sens large, puisque vous avez vu, on a regroupé 6 thématiques différentes. Est-ce que on peut passer au slide suivant? Donc ces thématiques, on les a choisies aussi par rapport au paysage local et régional maintenant. Donc on a réactualisé la carte de l'écosystème très actif. Alors il faut savoir que c'est assez rare en France de voir une région où se localisent autant de sociétés et de laboratoires publics et privés. Il y a vraiment quelque chose qui se passe à Bordeaux. Alors on est très heureux de faire partie de ça. Et on voit aussi qu'il y a un dynamisme régional qui s'étend. Et donc dans ce dynamisme régional, on voit des villes comme Pau qui ont organisé récemment un séminaire donc en octobre qui a réuni 400 personnes en octobre, donc IAPO. Et on voit aussi un bon dynamisme au niveau de la région de Niort, au niveau de La Rochelle, etc. Donc du coup, on va travailler, et Agnès Passot nous en parlera un peu plus tout à l'heure, on va travailler à dynamiser et à clusteriser tout ça au niveau de la région. Alors, on s'amuse avec le terme Data Valley, mais ça commence à ressembler à ça. Finalement, en France, on est un lieu assez unique par rapport à... Et on n'a pas à rougir de ce qui se passe dans d'autres régions. En tout cas, on est très fiers de ça. Voilà. Donc, pourquoi il y a aussi ce dynamisme régional? C'est aussi parce qu'il y a une thématique autour de la data qui fait que, je vais reprendre l'expression de nos amis de Kereon Intelligence qui l'avaient utilisé lors d'un meet-up, c'est la data, aujourd'hui c'est le nouvel or noir. C'est l'or noir des sociétés, c'est l'or noir des organisations, des administrations, des États, et il se passe quelque chose autour de ce terme et de ces données qui font que ça agite la communauté scientifique et numérique. Alors, comme dans toute montée impression, on assiste aussi à des choses un petit peu étranges parfois. Vous devez lire vous-même des articles un petit peu qui vous font rire des fois, avec un peu une hystérie et une utilisation abusive du terme intelligence artificielle, du terme data science, etc. Et le revers aussi, c'est qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, une montée des salaires forcément, et des formations qui se montent un peu à la va-vite parfois avec des dessous scientifiques un peu douteux. Donc il faut aussi faire attention à cette montée en pression et à faire attention à ne pas transformer cette opportunité en quelque chose qui donne parfois lieu à des projets un peu pharaoniques et démesurés dans certaines sociétés qui n'aboutiront pas. Donc en gros, prenons notre temps, informons-nous, formons-nous, documentons-nous. Mais par contre, il ne faut pas avoir peur de changer parce que c'est un bouleversement assez fort dans les sociétés, dans les organisations. Et on voit qu'il va y avoir des challenges à mener pour faire face à cette ruée vers la data. Donc,
La bonne maîtrise des données, et nous verrons aujourd'hui dans les présentations auxquelles vous assisterez, ça permet de connaître l'information, quel type de données j'ai dans ma société, dans mon administration, dans ma collectivité, comment je localise mon information, où elles sont, comment je vais pouvoir les mettre à disposition, comment j'ai pu les sécuriser. On a vu encore la semaine dernière des attaques informatiques sur des sociétés. Et c'est des choses qui peuvent pénaliser l'activité d'une société ou l'activité d'une administration. Donc il faut faire attention. Et on a la chance en Europe, on est en avance de phase avec les RGPD, puisque c'est aussi pour protéger le citoyen, pour protéger les gens, qu'on a mis en place des choses sur la protection des données. Donc cette donnée, une fois qu'elle est structurée, qu'elle est organisée, on va pouvoir la mettre à disposition, et pour que la donnée ne dorme pas, puisque c'est quand même le but, c'est d'utiliser cette donnée pour pouvoir calculer des nouvelles informations, des prévisions, des indicateurs qui vont avoir un impact sur la vie réelle, puisque ça reste quand même de l'immatériel à la base. Donc une tendance qu'on voit aussi, c'est que de plus en plus la donnée va être valorisée. Alors actuellement, elle n'est pas valorisée dans les actifs des sociétés, c'est-à-dire que dans le bilan d'une société en fin d'année, le stock de data n'est pas valorisé comme le stock de marchandises. Alors certaines sociétés commencent à le faire, mais quand vraiment ce déclic aura eu lieu dans l'ensemble des sociétés, ça fera vraiment changer encore plus les choses, puisque comme tout stock physique, si on vous vole des données, il y a un risque pour votre activité. Si on a des données qui sont de mauvaise qualité, tout comme un stock pourri, il y a un risque aussi pour l'activité. Et si vos données sont périmées, c'est pareil, il peut y avoir des risques. Donc tout ça, ça va permettre de réfléchir à éventuellement valoriser vos données, voire les commercialiser. Donc on voit les premières marketplaces de data qui arrivent, c'est-à-dire j'ai une activité, j'ai mon business où je vends des choses, mais en plus de ça, maintenant, je vais pouvoir vendre les données en lien avec mon activité. Donc pour faire ça, il va falloir les ranger, les structurer, les bonifier éventuellement, les compléter, et ce stock qui sera dans mon stock physique, je vais pouvoir le valoriser et y générer un chiffre d'affaires associé. Donc, je ne vais pas revenir sur ce schéma qu'on avait déjà présenté un peu l'année dernière, mais c'est le schéma qui vous avait été proposé, alors qui est discutable, hein, c'est une classification qu'on avait proposée, mais en tout cas, elle permet de classer les présentations que vous aurez aujourd'hui. Donc, en titre des sessions, vous aurez des talks qui parleront de récupération de données, de structuration, la mise à disposition, tout ce qui est BI et dashboard, ensuite l'analyse, donc tout ce qui est statistique, machine learning, etc. La recherche opérationnelle, et on a la chance en France, à Bordeaux en tout cas, on a le président de l'association de recherche opérationnelle française qui est à la fac de Bordeaux, donc c'est très bien, il parlera tout à l'heure. Et puis l'intelligence artificielle, mais aujourd'hui on voit que cette intelligence artificielle, elle concerne la robotique, elle concerne toutes les disciplines qui vont remplacer l'humain, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de disciplines qui ne sont pas forcément là pour remplacer l'humain, mais aussi pour le seconder ou pour analyser les données qui sont associées. Donc le programme de la journée, je vais faire assez vite puisque vous l'avez tous entre les mains. On sera ensemble de 8h à 20h30. Grâce à donc les plénières de différents intervenants. On va accueillir IBM, on va accueillir Artelis, donc deux sociétés qui nous présenteront des thématiques assez variées. Ensuite, on fera une petite pause et on aura des sessions en parallèle. Donc il y a un amphi ici, un amphi à côté et un amphi de l'autre côté, et un amphi en bas au niveau de la pause café. Donc ça fait 4 amphis. Vous pouvez choisir les sessions, sachant que toutes les petites sessions qui ont des caméras, ça veut dire que vous retrouverez les talks en ligne ensuite, donc ça vous permettra éventuellement de rater un talk si jamais il y a des choses qui vous intéressent. Ce midi, grâce à Digital Aquitaine, nous aurons donc des food trucks qui seront installés en bas pour pouvoir déjeuner ici. Si jamais il y a un peu trop de monde ou si jamais le menu ne vous intéresse pas, vous pouvez déjeuner aux alentours. Il y a quelques petits restaurants aux alentours. Et on se retrouvera vers 14h pour une deuxième session parallèle, une pause, et troisième session parallèle et une plénière donc de TF1, publicité local solver, vers 17h30 pour clôturer la journée vers 18h30. Si on tient le planning, on a déjà pris 10 minutes de retard, donc il va falloir s'activer. Voilà. Donc merci en tout cas à tous d'avoir contribué, parce que c'est vous qui allez faire cette journée. Toutes les sociétés et toutes les universités, les laboratoires de recherche qui ont soumis une présentation pour cette troisième journée. C'est assez varié, c'est assez riche. Et
il faut noter quand même la présence de 8 femmes parmi les présentatrices et donc les présentateurs. Donc ça fait plaisir de voir qu'on nous avait reproché les autres années d'avoir pas beaucoup de mixité. Donc là, en tout cas, on accueillera dans le programme un peu plus de mixité. Voilà. Donc pour cette journée, vous avez remarqué tous qu'elle est gratuite entièrement. Elle est gratuite grâce au soutien de nos sponsors. Le budget total de la journée, c'est 10 700 €, 753 € pour être très précis. Merci à nos sponsors, donc merci à Suez d'abord, à Local Solver, à l'Université de Bordeaux, à l'INRIA, à Kedge qui nous accueille aujourd'hui dans ses beaux locaux, à l'Association française de recherche opérationnelle, donc la RODEF, à ASEO, Artelis, Digital Aquitaine, IDEX qui est donc l'initiative d'excellence de l'université, et Bordeaux Data Science, l'association. Voilà. Donc je vais laisser la parole aux différents sponsors pour qu'ils nous en disent un petit peu plus. Juste, vous aurez l'opportunité donc pendant les pauses café de visiter les stands. Donc vous aurez les stands des partenaires et vous aurez aussi un village de start-up et de sociétés innovantes de Digital Aquitaine avec 7 sociétés, donc R2D, Kizio, Quinov, Telio, Activus, SyncDeep et XLStat. Voilà, donc n'hésitez pas à aller les voir, à les rencontrer. Ils sont là pour vous présenter des démonstrations. C'est aussi pour continuer et prolonger les présentations que vous aurez vues ce matin. Je donne la parole à Gauthier Stoffer, donc, qui est professeur à Kedge, pour nous parler de Kedge. Voilà. Bonjour à tous, donc Gauthier Stoffer, je suis professeur en supply chain ici à Kedge et directeur du centre d'excellence en supply chain. Donc je suis très heureux de pouvoir représenter Kedge pour vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui dans cette 3e édition donc, du forum IA, Aéro et Sciences de la donnée. Donc initié effectivement à l'origine par François Clotiot et puis Antoine Jean-Jean et rejoint par Kedge et d'autres au fil des années. On est content de pouvoir héberger pour la deuxième année consécutive cet événement ici dans nos locaux et on espère que vous passerez une belle journée et que vous pourrez profiter de nos locaux et du bel espace qu'on a mis à disposition. D'ailleurs, je tiens à remercier encore une fois Larissa Belgouzia, que je ne vois pas, qui doit œuvrer encore en coulisses pour justement que tout soit dans les bonnes dispositions au niveau logistique et que vous puissiez profiter pleinement de la journée. Et puis un remerciement particulier à Antoine Jean-Jean qui a piloté, qui a été le chef d'orchestre de l'organisation de cette conférence et qui a fait un travail formidable. On a un pointeur quelque part ? Ça marche ? Alors, je vais essayer de dire quelques mots sur la place de l'IA, de l'aéro et de la data science à Kedge Business School. Mais avant, pour ceux qui ne connaissent pas, peu ou mal l'institution, je vais donner juste quelques chiffres clés qui permettent de positionner Kedge dans l'écosystème et d'avoir une idée de sa structure et de son envergure. Voilà, juste avant, super. Donc, Kedge, c'est 12 000 étudiants. 60 000 anciens diplômés, donc avec un réseau alumni assez gigantesque, 291 partenaires universitaires internationaux, 2000 projets étudiants par an, j'insiste là-dessus parce que j'y reviendrai tout à l'heure. On fait beaucoup de collecte de données aussi avec nos étudiants qui sont assez doués pour aller chercher justement de l'information sur le terrain, et c'est un aspect qu'on n'a pas forcément discuté ici dans la présentation d'Antoine, mais la collecte de données est importante et on peut vous aider aussi à travers nos étudiants à collecter de la donnée. Je reviendrai sur ce point plus tard. On a 7 campus à l'international, donc Paris, Marseille, Bordeaux, Toulon en France, et Shanghai, Suzhou et Dakar à l'international, et 183 professeurs permanents, enseignants-chercheurs, donc qui produisent une recherche de très grande qualité, puisqu'on est classé première école de management française en termes de production scientifique. Merci. Donc on est ici sur le campus de Bordeaux, où on accueille la moitié en gros des effectifs étudiants, et vous voyez dans des bâtiments qui sont
plutôt agréables et qui sont un bel outil de travail tant pour la formation que pour la recherche. Si vous avez l'occasion, alors peut-être aujourd'hui ça va être difficile d'accueillir 500 personnes à l'étage au centre d'excellence en supply chain, mais vous verrez qu'on a voilà, des belles structures, des beaux locaux, et où on a la possibilité de faire de belles recherches et de développer nos activités. Super. 183 enseignants-chercheurs qui sont regroupés en fait sur 4 centres d'excellence et 4 centres d'expertise, donc dans des champs disciplinaires variés, mais qui sont importants pour Kedge, et dont la vocation est d'impacter l'entreprise, la société, la manière dont on enseigne les disciplines correspondantes et la recherche académique. Donc, corporate social responsibility, food, wine and hospitality, marketing, supply chain, health management, finance, innovation et créativité. Si je prends la parole aujourd'hui pour vous présenter un petit peu la place de l'IA, de l'aéro et de la science des données au sein de Kedge, c'est parce que l'essentiel de l'activité autour de ces disciplines est concentré dans le centre d'excellence en supply chain. Toujours pas. Merci beaucoup. On est très tech en fait. Donc 17 enseignants-chercheurs au sein du centre, 24 doctorants, 3 postdocs, une chef de projet supply chain, donc Larissa dont on a parlé tout à l'heure, avec 4 axes de recherche forts, le maritime, la sustainability, la tech et la logistique urbaine. Ce n'est pas un hasard si on est très actif dans le domaine de l'IA, l'aéro et la science des données, parce que si on regarde un petit peu le profil de ces 17 enseignants-chercheurs, on se rend compte qu'en fait, 13 d'entre eux sont issus des meilleures formations en mathématiques, informatique, génie industriel et économétrie française ou internationale. Donc on a tous une appétence pour la donnée et la donnée dans la prise de décision. C'est des enseignants-chercheurs qui ont choisi d'être très ancrés dans l'entreprise, donc qui ont leur recherche appliquée à des problématiques d'entreprise et qui intègrent aussi tout ça dans la formation. Et si on prend juste une petite photographie aujourd'hui des projets sur lesquels on est impliqué avec les entreprises, alors des projets officiels, c'est-à-dire les partenariats ancrés dans la durée comme les shares et les contrats de 2 ou 3 ans, on s'aperçoit que 100% de nos projets sont tournés autour de la donnée et de la prise de décision autour de la donnée. Donc, on travaille sur la logistique urbaine avec la Poste, donc pour la conception de leur réseau. On travaille sur l'omnicanalité et la prévision avec Sephora. On travaille sur le pricing avec CMA-CGM. On travaille sur l'optimisation de flux avec ID Logistique et avec Lectra sur la conception de réseau aussi. Et comme je le disais tout à l'heure, à côté de ça, on utilise aussi beaucoup, entre guillemets, on utilise nos étudiants pour aussi faire de la collecte de données. Et on travaille notamment avec Eurest et Terre d'Azur, sur la collecte de données sur le gaspillage alimentaire. Et évidemment, c'est juste quelques exemples parmi d'autres. On va présenter quelques travaux justement aujourd'hui issus de ces différents projets. Alors ça, c'était pour le volet plutôt recherche, et côté formation, on essaie de transmettre nos compétences dans le domaine à nos étudiants. On a différents modules où on intègre machine learning essentiellement et recherche opérationnelle, ou prévision plus standard par le biais de time series analysis, donc dans des modules orientés plutôt supply chain, mais aussi business analytics et intelligence artificielle en général. On décline tous ces modules en formation initiale et en formation continue. Beaucoup avec notre programme phare ici en supply chain, qui est l'ISLI, que vous connaissez peut-être, qui est reconnu comme le 5e master en global supply chain au niveau mondial, donc qui nous offre une belle vitrine et des étudiants de haut niveau pour travailler sur ces problématiques-là. Comme j'ai dit, on n'est pas les seuls non plus à travailler dans le domaine de la data. Il y a aussi des initiatives dans d'autres centres, notamment en marketing, avec le marketing digital,
il y a des initiatives justement dans le marketing biométrique où nos chercheurs essaient d'exploiter, de capter en fait l'information, de traquer le parcours des yeux sur l'écran notamment et d'autres signaux physiologiques pour essayer de comprendre comment se fait la prise de décision au niveau des utilisateurs et ensuite essayer d'utiliser cette information pour améliorer le marketing. Et évidemment, on a aussi beaucoup de développement autour de la donnée dans le domaine de la finance. Et donc on a des formations ici en digital marketing et en finance qui traitent aussi de la donnée et de la prise de décision sur base de la donnée. On est moteur en la matière depuis... ça fait une petite année qu'on développe justement un nouveau master autour de la donnée. Donc j'espère que c'est pas dans la veine que décrivait Antoine de ces masters qui se développent à tout va dans le domaine avec pas forcément de légitimité. Donc j'espère que j'arriverai à vous convaincre qu'on a les compétences justement à Kedge pour développer des masters dans le domaine. Donc on essaie de l'orienter évidemment vers l'entreprise, vers la transformation des modèles d'affaires, tourner autour de la data. Et notre objectif, c'est essentiellement, d'ailleurs c'est aussi le cas dans les différents modules de formation qu'on propose, c'est essentiellement de former les managers à devenir des leaders, des entrepreneurs ou des chefs de projet autour de projets orientés IA, RO et sciences de la donnée. On accompagne d'ailleurs plusieurs startups dans ce domaine-là. Donc, si vous voulez plus d'informations, j'en ai mentionné que quelques-unes. Where You Love à Bordeaux et Smart Prospective. On en a aussi deux autres à Marseille sur le slide suivant. Donc, Telaqua et You qui travaillent avec la donnée, avec l'optimisation, avec l'intelligence artificielle pour développer des solutions innovantes. Voilà. Donc, si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur l'un ou l'autre de ces points, ou discuter, échanger, ce sera avec plaisir. Donc, vous pouvez venir vers moi, je vous orienterai peut-être vers la personne la plus adéquate. Donc, on vous souhaite une très belle journée aujourd'hui, productive scientifiquement. Et puis, on remercie encore aussi vous, les participants, d'être là, de faire que l'événement est justement de grande ampleur et devient un événement majeur pour la région. Encore une fois, on est très heureux de pouvoir participer à cet événement. Merci beaucoup. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Hélène Jacquet, qui est la vice-présidente stratégie et développement de l'Université de Bordeaux, qui va nous parler des formations et de l'université en général et de comment l'université s'implique dans ces sujets de data. Très bien. Merci. Donc il faut que je fasse... D'accord. Donc bonjour à tous. Bon, je vais m'associer également en fait à ce qui a été dit pour remercier et féliciter tous ceux qui ont organisé cette journée pour la 3e fois, si j'ai bien compris, et qui a vocation certainement à prendre de l'ampleur dans les années à venir, vu l'importance du sujet et l'omniprésence du sujet au quotidien, que ce soit dans la recherche, l'éducation ou même d'ailleurs dans le business et dans la société civile aussi. Donc je vais vous dire quelques mots en fait de l'Université de Bordeaux, mais à travers plus la présentation de nos activités, essayer de vous donner une image, on va dire un petit peu de la façon dont ces questions de data et d'intelligence artificielle en fait se représentent à l'Université de Bordeaux. Donc déjà peut-être quelques éléments clés en fait sur l'Université de Bordeaux. Donc l'Université de Bordeaux, c'est 56 000 étudiants. C'est une université multidisciplinaire qui couvre l'ensemble des domaines, donc sciences et technologies, biologie, santé, sciences humaines et sociales. Dans ces 56 000 étudiants, on a 2000 étudiants en doctorat qui sont rattachés à un peu plus de 80 laboratoires de recherche qui eux aussi couvrent l'ensemble en fait des disciplines. Donc les laboratoires de recherche sont des laboratoires de recherche qui ont la particularité, pour ceux qui ne connaissent pas trop le système, en fait, l'organisation de l'enseignement supérieur et de la recherche en France, sont des laboratoires de recherche mixtes
Donc, qui, au sein de laboratoires, donc vous voyez les noms voilà, de Institut mathématique de Bordeaux, l'Abri, IMS, I2M, BPH, Neurocampus, Greta, en fait, voilà, qui sont des laboratoires dans des domaines différents. Au sein de ces laboratoires, donc, travaillent à la fois des enseignants-chercheurs de l'Université de Bordeaux et des chercheurs des organismes de recherche. Et également, je pense que Nicolas me suivra, ou il y aura quelqu'un de l'INRIA qui fera une présentation également, donc des modalités de travail avec l'INRIA qui a la particularité d'être organisée autour d'équipes projets, donc qui sont constituées avec les équipes des laboratoires. Nous avons en fait un très fort réseau international en fait avec plus de 700 partenaires internationaux en fait avec lesquels au sein desquels on organise alors soit des laboratoires de recherche associés, on a à peu près une trentaine de laboratoires de recherche avec des degrés on va dire d'avancement différents sur différents domaines avec des partenaires internationaux et ou bien sûr des échanges d'étudiants et voilà, de la mobilité étudiante adossée en fait à nos formations. Donc si on en vient sur alors moi, de mon point de vue, effectivement, alors là, j'ai présenté ça sous l'angle intelligence artificielle parce que c'est une façon de le représenter plus en termes, on va dire, de qu'est-ce qu'on cherche à faire, en fait, ou sur quoi on travaille. Alors, je partage avec les organisateurs de cette journée voilà, c'est mon point de vue personnel en fait, ayant moi aussi en fait une formation à l'origine dans le domaine des mathématiques et de l'informatique, que effectivement le vrai sujet et la vraie révolution, c'est plutôt les data science en fait, voilà, qui ouvrent des champs assez considérables que, on va dire, ce qu'aujourd'hui on comprend ou on appelle en fait intelligence artificielle. Donc on a en fait fait ce travail récemment parce que c'est pas des choses nouvelles en fait. Produire des données, traiter des données, faire de la data science, faire de l'intelligence artificielle. Bon, ça a été beaucoup, voilà, on va dire, il y a eu une prise de conscience de différents enjeux au cours de ces dernières années qui ont fait que, à un moment donné, voilà, ça a renforcé un petit peu voilà, l'angle de vision là-dessus. Et donc, on a fait ce travail d'essayer de voir, en fait, notamment pour pouvoir se positionner dans les grands mouvements, on va dire, et dans les grandes opérations à l'échelle nationale, à l'échelle européenne, à l'échelle internationale, en fait, autour de ces questions-là. Donc, ce travail de voir, en fait, un petit peu dans nos laboratoires comment, en fait, peut se traduire, en fait, notre contribution à ce mouvement-là. Donc on a des gens qui travaillent plus particulièrement sur tout ce qui est fondamentaux. Alors après, c'est pas séparé, c'est séparé, on va dire, en entrée. C'est pas séparé forcément non plus en laboratoire. Au sein d'un même laboratoire, on va avoir des gens qui couvrent l'ensemble de ces volets-là. Mais voilà, on a des gens qui développent particulièrement en fait, voilà, les fondations théoriques de l'intelligence artificielle ou de la science de la donnée. On a voilà, des activités, des projets et des activités de recherche qui portent plus sur le fait de rendre en fait ces technologies ou ces approches utilisables voilà, dans des situations réelles et dans des environnements réels. On a des gens qui travaillent sur des choses qui sont vraiment des fronts de science en matière d'intelligence artificielle, d'algorithmique ou de modèles, on va dire, voilà, avec des formes un peu hybrides et notamment qui tirent parti de l'interdisciplinarité, donc notamment le travail très fort avec les gens qui sont spécialistes des neurosciences, puisqu'on a un gros pôle aussi de neurosciences en fait à Bordeaux. Et on a à peu près dans tous les domaines en fait de recherche de l'université des projets qui portent sur en fait l'usage de la donnée, data for good ou AI for good. Alors je vous donne aussi un élément un peu de contexte sur quelle est la philosophie des universités de façon générale au plan européen sur ces questions de données. Donc il y a une position qui a été prise par l'association de l'ensemble des universités européennes, qui est la donnée en fait, le plus ouvert possible, fermé à chaque fois que c'est indispensable. Donc c'est ça la philosophie, on va dire, des universités européennes en fait par rapport en fait à la donnée. Donc ça veut dire aussi qu'il y a énormément d'activités qui se passent en fait en collaboration avec l'ensemble des universités européennes autour de ces questions-là. Donc si on regarde plus particulièrement les questions en fait de formation aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui par rapport à ce que je viens de dire, bien sûr, la donnée est susceptible et l'intelligence artificielle est susceptible d'être
on va dire, dans le programme de beaucoup de formations. Mais si on regarde plus particulièrement les formations qui sont orientées en fait sur les grands sujets en fait que j'ai évoqués tout à l'heure, donc on va avoir une licence pro. Je pense qu'il y a la personne qui s'en occupe que j'ai pas encore rencontrée, mais qui est là, voilà. Voilà, qui est sur les big data. On a on a dénombré plus de 30 parcours de master qui portent soit sur l'IA, sur les data, sur la simulation, le traitement de l'image, le traitement du signal, et puis également le son d'ailleurs. Voilà, donc que ce soit en formation initiale, continue, apprentissage, contrat pro, il y a toutes ces formes-là, voilà, se mettent en œuvre aussi dans les formations à l'université, et plus particulièrement, donc qui sont, on va dire, historiquement et puis le plus développés, voilà, et qui sont à la pointe aussi au plan national et international en fait en matière de contenu sur ces différents volets des data science, de la recherche opérationnelle. Donc les masters qui sont attachés à la filière maths appli et statistique, dont vous voyez les noms ici, donc voilà, qui sont plus formulés sous l'angle du contenu que sous l'angle de l'application. Voilà, c'est aussi des particularités de nos formations, et dont des cursus qui s'appellent des cursus CMI, donc ce sont des cursus renforcés, donc ce sont des cursus de master, pour la plupart qui commencent dès la licence et qui sont renforcés en contenu de recherche par rapport en fait aux masters normaux. Donc il y a une part importante dans l'éducation qui se fait en prise directe en fait avec les laboratoires de recherche. La création d'une école d'été qui aura lieu cette année, donc sur une période qui est une période particulièrement propice dans l'environnement bordelais en fait à parler d'intelligence artificielle, de robotique et de data, puisque ça sera la période en fait où se déroule la RoboCup en fait, voilà, qui pour ceux qui l'ignoreraient encore, voilà, se déroule à Bordeaux voilà, cette année, qui est une des plus grandes compétitions de robotique autonome en fait, voilà, la plus grande, voilà, compétition qui se déroule. On a la chance d'accueillir à Bordeaux, et la création d'un programme. Je pense que cet après-midi, j'ai vu dans le programme qu'il y avait une présentation voilà, des activités du pôle en fait épidémio, qui est effectivement un des pôles de l'université, qui est un des plus, on va dire, historiquement anciens utilisateurs et producteurs de données en fait de grands volumes sur les questions d'épidémiologie, de santé publique, voilà, et aussi bien sûr d'environnement, en fait, toutes ces voilà. Qui est en fait un graduate programme qui est spécifiquement, voilà, qui a été spécifiquement conçu il y a 2 ans pour aujourd'hui ouvrir en fait voilà, aussi les fronts de sciences et d'éducation sur la santé digitale, voilà, et la question, c'est au-delà, on va dire, de la e-santé. Une information, voilà, depuis maintenant, je sais pas, 18 mois, c'est ça, ou à peu près, voilà, donc on a pris la tâche avec l'ensemble des partenaires, voilà, d'essayer enfin pas de structurer, mais d'animer en fait la communauté autour de l'intelligence artificielle, des data science, plus pour aider chacun, on va dire, à sortir de l'isolement, si jamais les gens se sentaient, on va dire, dans l'isolement sur ces sujets-là. Donc c'est quelque chose qu'on met à disposition, donc il ne faut pas hésiter. Voilà, donc ça s'appelle Bordeaux Alliance Intelligence Artificielle, BAIA, voilà, et donc on produit une newsletter tous les 15 jours qui est quand même très ciblée sur, en gros, qu'est-ce qui se passe dans l'écosystème de l'enseignement supérieur, de la recherche, mais c'est pas juste qu'est-ce qui se passe à l'Université de Bordeaux, dans les laboratoires. On essaie aussi de relayer, quand on a l'information, en fait, voilà, ce qui se passe autour là-dessus. Donc, il ne faut pas hésiter. Il y a un stand en fait de l'université qui est, voilà, je sais pas, en bas, parce que j'ai pas eu le temps encore de le voir, je regarderai après, avec Charlotte, voilà, qui sera là toute la journée. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Voilà, pour en savoir un petit peu plus. Voilà, et puis, je vous souhaite une très belle journée. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc pour s'inscrire, je pense que Charlotte vous en reparlera tout à l'heure, mais n'hésitez pas à vous inscrire, moi je la lis et j'apprends plein de trucs. Donc j'accueille Nicolas Roussel, directeur du centre de l'INRIA Sud-Ouest. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous nous en dire un peu plus.
Merci. Non, il n'y a pas de slide, par contre j'ai des notes. La transition va être facile. Donc bonjour à toutes et à tous. Je vais vous donner vous dire quelques mots sur INRIA et puis parler un petit peu du contexte bordelais pour nous et puis vous donner mon avis sur cette journée. Donc INRIA, c'est l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique. C'est un EPST qui a une 50aine d'années, qui a 2 ministères de tutelle, le ministère de la recherche et de l'enseignement supérieur et le ministère de l'industrie ou de l'économie. Et donc une double mission, à la fois faire de la très bonne recherche, comme tout un tas d'établissements, dont les universités, mais aussi se préoccuper fortement de notre impact, ce que les autres font aussi, mais nous on a en plus la tutelle de ce point de vue-là. Donc on se veut à la fois un moteur de la recherche et de l'innovation, on est un opérateur national et donc on est là au service aussi des autres établissements et en particulier en ce moment on a un positionnement affirmé très clairement de soutien au développement des grandes universités et donc ici par exemple on est engagé très fortement aux côtés de l'université de Bordeaux, donc c'est pour ça que la transition est très facile après ce qu'Hélène a raconté. On est présent donc en Aquitaine depuis une quinzaine d'années, comme j'ai dit, engagé fortement auprès de l'Université de Bordeaux pour développer avec ses partenaires sur le site des recherches au meilleur niveau mondial dans nos domaines. Et donc nos domaines, c'est, j'ai dit, sciences et technologies du numérique, c'est-à-dire essentiellement mathématiques appliquées et informatique. Alors, notre modèle de recherche, c'est l'équipe projet, donc ça a été aussi cité par Hélène. Donc c'est quoi une équipe projet? D'habitude, je dis c'est une équipe, un projet, mais ça suffit pas, c'est une équipe, un projet, une énorme ambition, et puis derrière, tout un tas de moyens pour soutenir l'action de cette équipe. Alors ici, sur Bordeaux, on a 18 équipes projets, on en a 2 à Pau aussi. Et donc ces équipes sont situées dans les laboratoires qui ont été cités aussi tout à l'heure. Donc on en a 7 au laboratoire de mathématiques, l'IMB, 7 au Labri, le laboratoire d'informatique. Et puis après, ça c'est un petit peu plus éparpillé, mais on en a une en santé publique qui a été citée aussi, une sur le neurocampus, une à l'IMS. Donc là, 7 et 7, 14 et 3, 17. Et bien, il reste une équipe qui est propre INRIA, qui a pour l'instant pas de collaboration sur le site. Parmi ces équipes, il y en a une qui est particulièrement liée au sujet d'aujourd'hui, donc j'en parle pas juste parce que François est là, mais c'est l'équipe Realopt. Donc c'est une équipe au sein de laquelle l'Université de Bordeaux et INRIA collaborent. C'est une équipe de l'Institut de mathématiques de Bordeaux, qui a été dirigée pendant longtemps par François Van Der Beek, je ne sais pas s'il est dans la salle, mais en tout cas il sera là aujourd'hui, et qui est donc aujourd'hui dirigée par François Clotiot. Alors je vous en parle parce qu'il y a un fil conducteur, c'est un peu le fil conducteur de ce que je vais raconter. Donc c'est notre modèle, l'équipe projet. Alors François co-organise cette journée, donc le lien c'est du coup qu'est-ce que je pense moi de cette journée aujourd'hui. D'abord je trouve que c'est une très belle journée, pas pour le temps qu'il fait, mais au sens où il y a 2 ans quand il y a eu la première, ça tenait encore à peu près dans les locaux de l'IMB. Aujourd'hui je pense que ça ne tiendrait plus. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de monde et c'est le genre d'événement moi que j'aime beaucoup parce que ça mélange donc des grands groupes, des startups, des équipes de recherche, des enseignants, des étudiants. Donc mélanger les publics, je pense que c'est important. Ça mélange ces gens-là pour parler de problématiques très concrètes. Quand on regarde le programme, on voit bien qu'on n'est pas sur des choses abstraites, mais qu'il y a des vrais problèmes et il y a des vraies solutions à apporter. Et ce que j'aime aussi, c'est que finalement, on parle de données, d'intelligence artificielle, mais on en parle avec des approches qui sont très variées et qui ne sont pas forcément celles qui sont le plus à la mode et dont on parle énormément par ailleurs. Donc ça, c'est aussi agréable de sortir un petit peu du discours habituel. Alors j'aime aussi beaucoup cet événement parce que le programme illustre aussi très bien les passerelles qui peuvent exister entre le monde de la recherche et puis le monde de l'entreprise, et notamment à travers des projets de start-up. Donc évidemment, moi j'ai regardé ça à partir de ce que je connais des laboratoires de recherche. Je vous ai dit, on a des équipes communes avec l'IMB, le Labri, avec BPH, donc le labo de santé publique. Il se trouve qu'il y a dans le programme des interventions de Atoptima, donc la start-up dans laquelle est parti François Van Der Beek, de Intuinet, une start-up qui est issue du Labri, de Preditic, une start-up
qui est plus vraiment une start-up, qui a changé de nom il n'y a pas longtemps, mais qui est aussi liée au Labri, de Sophia Genetics, qui n'est pas non plus vraiment une start-up, mais dans laquelle on retrouve des gens qui étaient avant, soit à l'IMB, soit à BPH. Et ça montre bien que les gens qui sont dans les équipes de recherche peuvent parfois partir pour aller rejoindre des entreprises, et que c'est une très bonne chose, et que ça se passe très bien. Et il y aura donc un certain nombre de témoignages dans ce sens-là. Et puis il y a aussi un témoignage qui illustre le fait que, même sans faire bouger forcément les gens, il peut quand même se passer des choses entre les entreprises et le monde de la recherche. Et là, c'est un cas que nous, on connaît bien, puisque c'est un témoignage de quelqu'un de chez nous, mais qui a travaillé dans l'équipe de RealOps des François, donc quelqu'un de chez nous qui a travaillé avec Mieux Placé. Donc ce lien entre le monde de la recherche et le monde de l'entreprise, il est important pour nous, et donc ce genre d'événement contribue grandement à tisser des liens et surtout à apporter des témoignages sur le fait que tout ça se passe bien. Je vais essayer d'accélérer encore plus, comme ça on tiendra le timing. Le dernier commentaire que je voulais faire, c'était sur le nom de la journée. Alors il a changé un peu, hein. Donc la première fois c'était la première journée entreprise Aquitaine. Donc en général, quand on appelle le premier truc premier, c'est qu'on espère en faire un deuxième. Donc sans surprise, la deuxième s'appelait deuxième journée Aquitaine, donc il n'y avait plus entreprise. Là ça s'appelle Date Aquitaine, on compte plus, donc en général quand on arrête de compter, c'est qu'on sait qu'on va en faire plein. Donc je trouve que le nom est pas mal, et moi tout ce que je souhaite, c'est que l'événement se poursuive, et donc on continuera de soutenir cet événement autant qu'on le pourra. Voilà. Merci et bonne journée à toutes et à tous. Merci beaucoup, merci du soutien, et on espère aussi que c'est là. Alors j'accueille Agnès Passot, donc qui va nous parler de Digital Aquitaine, et aussi peut-être de l'avenir et de partenariat. Merci. Bonjour. Donc effectivement, merci à tous pour ce travail d'organisation de cette journée. Je crois que c'est la 3e fois que nous sommes partenaires, donc depuis le départ on y a cru, et effectivement ça prend de l'ampleur. Quelques mots pour ceux qui ne connaissent pas Digital Aquitaine. Donc nous sommes une association dont le but est de développer la filière numérique régionale, et notamment au service des entreprises et des professionnels. Aujourd'hui, dans notre structuration, on a l'habitude de faire partager des temps avec des logiques utilisateurs mélangées à des offreurs de services. Donc 4 communautés qui sont des communautés historiques qui ont démarré depuis le départ de Digital Aquitaine. Donc ici, vous voyez la partie du club du commerce connecté, Topos sur la partie transport mobilité, TIC Santé sur la santé, et un des derniers nés, Smart 4D sur simulation pour l'industrie. Donc à l'intérieur de ces communautés, à chaque fois, nous réunissons à la fois des offreurs de services spécialisés dans ces domaines, mais aussi des utilisateurs. Donc ça peut être des commerçants, des e-commerçants, des établissements hospitaliers, des opérateurs de transport, des grands industriels. Et donc de ça naissent à la fois des rencontres de networking et de business, mais également des projets collaboratifs, des projets qui peuvent être accompagnés par les universités et les laboratoires de recherche qui sont aussi présents au sein de Digital Aquitaine dans les adhérents, mais aussi dans notre conseil d'administration. Et donc plus récemment, nous avons décidé dans les nouvelles communautés, qu'on appelle les communautés en émergence chez nous, de travailler plus fortement cette année sur 2 axes. Donc un premier axe qui est le numérique et le sport. Donc peut-être que certains d'entre vous étaient parmi nous mardi sur une grosse journée sport et numérique, sur laquelle les clubs sportifs, les grands clubs sportifs de la région ont exprimé leurs besoins. Et parmi les besoins exprimés, le mot data, il n'y a pas eu une présentation de grands clubs sportifs dans lequel le mot data et intelligence artificielle n'était pas présent sur les objectifs de ce qu'ils attendaient de nous dans les années à venir, à tous les niveaux, que ce soit sur leur business, que ce soit sur la gestion de la santé, que ce soit sur la sélection des sportifs. Enfin, on était vraiment déjà dans le cœur de sujet avec ces deux journées très rapprochées. La deuxième communauté sur laquelle on travaille, c'est la communauté Data IA. Donc à partir de 2020, nous avons proposé à nos adhérents de pouvoir rejoindre cette communauté Data IA.
Donc effectivement, qui va nous permettre de créer des événements tout au long de l'année spécifiques. Vous voyez que nos autres axes sont des axes qui sont un petit peu plus marchés et on a ce fil rouge d'axes technologiques sur lequel on a la volonté de créer donc des événements tout au long de l'année. Donc en partenariat avec les acteurs et merci de nous faire cette proposition donc à Antoine, Thierry et l'équipe de Bordeaux Data Science. L'idée, c'est de proposer à nos adhérents qui sont déjà dans des communautés marché, mais également à des nouveaux adhérents qui n'ont pas forcément un axe marché, mais qui par contre ont un axe technologique très fort sur ces sujets-là, d'avoir un programme d'animation qui leur est dédié, donc qui va se concrétiser par une dizaine d'événements spécifiques dans l'année, dont une partie resteront ouverts à tous et une partie seront réservés aux adhérents qui seront rentrés dans ces communautés pour pouvoir travailler plus finement justement de l'émergence de projets, de l'accompagnement sur des projets collaboratifs, etc. Voilà. Donc depuis début 2020, ces communautés ont commencé à émerger. Un petit peu un panorama des entreprises qui composent Digital Aquitaine. Vous voyez que notre tissu, c'est beaucoup de PME régionales, PME, ETI, grands groupes. Le monde de la formation, le monde de la recherche, les institutionnels et une partie d'investisseurs voilà, qui sont présents avec des proportions définies également dans notre conseil d'administration. Sur Digital Aquitaine, au-delà des événements qui seront spécifiques à la communauté Dataïa, on a une centaine d'actions par an, donc ça fait à peu près 2 par semaine, donc je vais avoir du mal à toutes vous les citer, mais vous les trouvez sur notre site internet. On a coutume de les présenter dans ces gros blocs qui sont nos cœurs de sujet. L'animation, le networking, on est là pour faire se rencontrer des gens, c'est comme ça que les projets naissent, que la confiance naît entre des membres et que décollent des belles aventures. L'accompagnement de projets, donc sur des projets collaboratifs qui peuvent être entreprise, offreurs-utilisateurs, plusieurs offreurs, mais aussi avec le monde de la recherche et de l'université. Tout ce qui est promotion de l'écosystème, on est là aussi pour faire connaître nos entreprises et les accompagner, que ce soit au niveau régional, mais aussi sur des participations communes à des salons nationaux ou internationaux. Des partenariats, des actions interclustering. On a vraiment la volonté de travailler avec l'ensemble de l'écosystème. Donc là aussi, je ne pourrais pas tous les citer parce que j'ai vu le premier slide et on partage cette vision de dire on est sur un monde très très ouvert. Donc on peut avoir des partenariats avec d'autres clusters de la région. Je pense à Elliptic dans le Limousin, SPN, Pays Basque Digital, le Sierpin, mais aussi des gens qui ont des actions sur des domaines voisins comme Aerospace Valley, avec qui l'année dernière, à cette quasiment même date, il y avait un événement qui s'appelait IA Love You, parce qu'on était le 14 février, donc il y avait un petit joke, mais ça peut être avec Aquitaine Robotics, etc. Donc on a la volonté de faire beaucoup d'actions transverses et l'idée c'est de ne pas réinventer des événements qui existent déjà ailleurs, mais d'essayer plutôt de les faire ensemble. Ça évite de multiplier, vous voyez qu'on a déjà beaucoup d'événements et ça évite de multiplier les événements pour nos membres et puis pour les entreprises de l'écosystème qui sont extrêmement sollicitées. Et puis une action marché international qui va être là plutôt thématisée, où on va pouvoir accompagner des boîtes de la santé, des boîtes du transport, sur notamment des grands salons ou des actions internationales ou des identifications de marchés cibles ou la préparation des entreprises pour aller à l'international. Voilà, donc si vous souhaitez rentrer dans cette communauté IA Data qui est en train de se constituer, voilà, vous pouvez flasher notre splendide QR code. Et sinon, dans notre grille d'adhésion, voilà, vous trouvez cette communauté thématique qui se trouve dans les nouvelles communautés, en espérant que demain, elle devienne une communauté suffisamment grosse et structurée pour apparaître de la même façon que nos autres DOMEX. Voilà. Merci. Merci Agnès pour cette présentation et donc du coup on enchaîne avec la présentation donc de l'association Bordeaux Data Science avec laquelle on a débuté tout ça. Voilà. Donc j'invite Thierry Famille qui est président de l'association. Merci Antoine. En fait j'étais président de l'association puisque j'ai très récemment démissionné pour laisser la place à d'autres. Initialement j'avais
j'avais dit que je ne ferais qu'un an et puis finalement ça a duré 3 ans. L'histoire a commencé en 2016 quand justement, comme le disait Hélène Jacquet, j'avais la volonté de rompre l'isolement dans lequel je me trouvais. Je me demandais combien de statisticiens ou de mathématiciens il y avait à Bordeaux. Je connaissais Vincent Coyer à l'Institut de mathématiques. Et donc j'ai fait appel à quelques-unes de mes connaissances et on s'est retrouvés et on s'est dit ce serait bien de bâtir une association pour qu'on se connaisse entre nous, pour que ce soit plus facile de recruter, pour qu'on puisse plus facilement échanger avec les universitaires et les laboratoires de recherche. J'étais très loin d'imaginer que quelques années plus tard, on en serait à ce très bel événement. Une communauté, ça se développe grâce à des individus et je remercie énormément Antoine et François Clotiot d'avoir lancé l'idée de cette journée il y a 3 ans, parce que c'est formidable de voir qu'on est aussi nombreux aujourd'hui. Je pense qu'il y avait un objectif donc de faciliter le recrutement, de rendre attirant notre territoire pour des gens qui voulaient venir de Grenoble, de Paris. Je pense qu'on a bien avancé sur ce sujet-là. Aujourd'hui, on est visible au niveau national. Je pense qu'on peut aller encore beaucoup plus loin et viser une visibilité internationale. Et je vous remercie beaucoup pour vos efforts. Alors, je pense aussi qu'un écosystème, ça ne peut se développer à partir d'un moment que s'il y a aussi une action publique derrière. Et c'est pour ça que très rapidement, en montant cette association, j'avais la vision d'en faire quelque chose de plus gros. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je passe volontiers le bébé parce qu'on passe à une autre étape. Et donc, l'action publique est nécessaire. Il faut qu'il y ait des volontés politiques derrière pour qu'un écosystème se développe. Tout le monde connaît bien sûr l'exemple évident de la Silicon Valley, où bien sûr il y a eu des entreprises qui ont été totalement moteurs, comme Hewlett-Packard, IBM, mais il y a eu aussi une volonté politique de développer l'activité dans cette région. Et on peut voilà, les exemples sont nombreux. On en a en France. Il y en a des très gros au Japon aussi. Et j'espère qu'on va vivre ça ici dans notre ville de Bordeaux et dans notre région de la Nouvelle-Aquitaine. Je vous remercie. Merci encore et très bonne journée à tous. Merci. Donc juste pour préciser, donc le Meetup Bordeaux Data Science continuera dans l'année. Donc on continue avec un talk à peu près tous les mois. Donc vous pouvez nous suivre sur donc le Meetup Bordeaux Data Science sur le site Meetup. J'appelle François Clotiot pour nous présenter l'autre association qui a été assez active pour la création de cette journée. Donc c'est la RODEF. Et François est nouvellement président de la RODEF. Voilà. Merci. Oui, je pense que il doit y avoir qu'un slide. Hop. Hop. Ok. Donc, bonjour à tous. Donc, c'est vrai que cette journée, au départ, alors ça vient un peu presque d'un hasard, hein, parce qu'en fait, on avait été élus, Antoine et moi, tous les deux, dans le bureau de l'association ROADEF. Et en général, on essaie de ne pas mettre 2 personnes dans la même ville. Donc, à l'époque, Antoine bossait à Paris, et moi, j'étais à Bordeaux à l'époque. Et donc, quand il a déménagé à Bordeaux, on s'est retrouvés à 2, on s'est dit, faut en profiter, on va essayer de monter des choses ensemble. Alors pour être franc, quand il m'a dit ouais, on va lancer une journée, on va inviter plein d'entreprises, j'ai dit oui si tu veux, je peux envoyer mon carnet d'adresse, on verra bien. Donc la première année, on a quand même réussi à avoir une centaine de personnes. C'était au-delà de mes espérances, mais alors là aujourd'hui, c'est encore au-delà des espérances qu'on avait à l'époque. Donc tout ça, c'est grâce en partie donc à l'association ROADEF. Alors la ROADEF, c'est une association loi 1901, mais qui est une société savante, donc elle a été reconnue d'intérêt scientifique. Et donc elle regroupe, en gros, on a un bon millier de chercheurs. En général, on a à peu près 500-600 personnes à jour de leur cotisation. Et, ce qui correspond à une communauté assez large, alors sur laquelle, alors pour être franc, on est surtout fort au départ sur les boîtes du CAC 40, on va dire, parce qu'elles ont vu assez rapidement qu'il y avait de l'argent à faire avec les données, avec l'optimisation, etc. Et donc il y a 22 ans, quand l'association s'est créée, c'était essentiellement autour de chercheurs de laboratoires publics et des grosses entreprises. Alors c'est malheureusement encore beaucoup le cas, c'est-à-dire que la majorité de nos adhérents industriels sont
des gens des grosses entreprises, mais justement on essaie un petit peu de changer ça, et notamment via ce type de journée. Donc tous les ans on a notre congrès annuel, donc un congrès national qui regroupe des gens d'entreprises et de laboratoires de toute la France. Et cette année donc c'est à Montpellier, alors c'est un peu tard pour s'inscrire, mais si vous voulez vous joindre à nous l'année prochaine, il y en aura une aussi vers février. Donc on fait tout un ensemble d'événements, on va dire, nationaux. Et là, l'objectif pour moi, là je viens d'être nouvellement élu président de l'association, c'est de développer tout ce qui est relation avec les PME, parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire avec les petites entreprises, les TPE et les PME, les startups. Et donc on essaiera de faire des choses, et notamment Data Aquitaine, c'est un peu le laboratoire aussi pour la ROADEF, pour essayer de monter des choses en région, et pas seulement autour des boîtes parisiennes, qui en gros n'ont plus vraiment besoin qu'on les aide, parce qu'elles savent déjà faire des choses, et elles nous connaissent déjà. Alors donc pour adhérer, il faut aller sur le site de l'association, roadef.org. Alors c'est 30 € seulement par an, donc et surtout ça vous donne accès au forum. Alors tout le forum est libre en lecture, donc les étudiants ils vont beaucoup dessus pour aller voir les offres de stage et d'emploi. Par contre il faut être adhérent pour poster des offres. Donc si vous voulez trouver des bons étudiants pour des stages ou pour trouver des jeunes employés, c'est le bon endroit pour les trouver, parce que pour le coup vous avez vraiment une communauté assez grande qui se connecte au forum tous les jours. Voilà, donc c'était en gros ce que je voulais dire. Donc un grand merci à Antoine, parce que c'est quand même lui qui a été vraiment le plus moteur, on va dire. Moi j'ai aidé un petit peu, mais c'est quand même au départ Antoine Jean-Jean qui a vraiment lancé la machine autour de Data Aquitaine. Donc merci beaucoup à lui, et je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci François. Donc le forum, effectivement, c'est la plus grande place pour le recrutement de recherche opérationnelle et d'aide à la décision en France. Il y a de nombreuses connexions tous les jours, et chaque offre est consultée par plusieurs centaines de personnes. Donc voilà. Un détail que tu n'as pas cité, le fameux livre blanc qu'on a sorti, donc qui est téléchargeable gratuitement sur le site de la RODEF. C'est un boulot qui a été mené par une équipe de 6 personnes l'année dernière. C'est 80 pages de use case de sociétés qui ont présenté leur application de recherche opérationnelle. Il y a des grands groupes, il y a des startups, et c'est très intéressant. Je vous invite à le télécharger sur rodef.org. Voilà, c'est fini la publicité. T'avais mis des slides. Et j'invite donc Louis Derard pour terminer donc cette présentation plénière avant de commencer la plénière d'IBM. Donc Louis, merci d'avoir accepté l'invitation, et donc multi-casquette, mais on va utiliser la casquette Bordeaux Machine Learning ce matin. Je te donne la parole. Merci beaucoup, merci Antoine. Oui, je vais continuer dans les remerciements. C'est la 3e fois que j'ai l'occasion de dire un petit mot au début de cet événement, donc encore une fois merci à Antoine et aux autres organisateurs. J'organise avec beaucoup d'autres le meet-up de machine learning à Bordeaux. Est-ce qu'on a un slide là-dessus? Oui. On essaie de se professionnaliser entre guillemets. Alors il n'y a pas vraiment d'association, mais on essaie d'être un peu plus carré, on va dire, sur notre organisation. Et du coup maintenant c'est tous les 3e mercredis de chaque mois. On a fusionné d'ailleurs avec un autre meet-up qui est celui des nuits des réseaux de neurones, que certains connaissent peut-être, qui organisait des ateliers. Et donc maintenant aussi, on propose des ateliers. On en a fait un il y a 2 semaines, je crois, chez Innov, atelier débutant, scikit-learn, machine learning avec Python. On continue les conférences. On essaie de ne pas faire que des conférences experts maintenant, mais aussi des conférences un peu plus ouvertes au grand public, dont une la semaine prochaine, le 3e mercredi du mois. Là, c'est en février, c'est la semaine prochaine. Ce sera chez Microsoft. Ils ont un nouveau lieu qui s'appelle l'Experience Lab à la Cité Numérique. Donc on essaie de bouger, et puis après on ira chez Emera. Avant on était au Node aussi, donc on essaie de se déplacer à chaque fois. Ça permet de voir le plus de monde possible sur Bordeaux. Pour nous retrouver, soit vous tapez cette URL, ou sinon sur Google, Bordeaux Machine Learning, ça devrait suffire. Et oui, comme le disait Agnès, je crois, tout à l'heure, demain c'est la Saint-Valentin. Alors je suis venu avec un cadeau, et mon cadeau c'est un autre livre, voilà. Si vous vous ennuyez, donc il y en a un de la RODEF, j'en ai un autre à vous proposer, donc rien à voir là avec le meet-up.
C'est encore une fois une de mes autres casquettes. J'ai écrit ce rapport sur les plateformes de machine learning pour une organisation qui s'appelle Digital Catapult, qui est basée au Royaume-Uni et qui interagit à la fois avec des grands groupes pour les aider dans tout ce qui a trait à l'innovation technologique et aussi qui accompagne des startups. Et l'objectif ici, c'était de parler de plateformes de machine learning. On pense souvent aux plateformes cloud, mais en fait, il y en a de tout type. Il peut y avoir des plateformes on-premise, il y en a sur des clouds privés, publics. Ça peut être du logiciel commercial, ça peut être aussi open source. Donc, de faire un peu un état des lieux de l'existant. Et l'objectif est de répondre à 3 questions. Quels sont les types de plateformes qui existent? Comment choisir la bonne plateforme pour mon entreprise ou mon organisation? Et dernièrement, qu'est-ce qui manque à ces plateformes pour déployer des systèmes de machine learning dans des conditions réelles? Voilà. Donc je vous invite à jeter un coup d'œil. L'adresse est louisdorard.com, ça c'est mon nom, /plateforme. Voilà, sous-entendu machine learning platform. Et ceci étant dit, merci encore pour cette opportunité et bon salon. Merci Louis.